Alors, du coup, je suis à la diapositive 51. Est-ce que vous la voyez, du coup? Est-ce que vous voyez, du coup, la diapositive 51 avec le début de l'exercice numéro 3? Oui, c'est bon. C'est bon. Parfait. Donc, dans cet exercice, en fait, vous aviez, du coup, une roche qui avait été échantillonnée. On avait donné, du coup, sa composition modale, autrement dit, la composition en minéraux. Elle était formée de 17%, pour son volume, 17% de son volume était de quartz, 45% de feldspath plagioclase et ainsi de suite. Et on avait fait aussi une composition chimique, une analyse chimique, et on avait le pourcentage massique en fait des différents oxydes. Donc en géologie, on parle pas de silicium, d'aluminium, de fer, etc. On parle plutôt d'oxyde de silicium, d'oxyde d'aluminium, d'oxyde de fer, d'oxyde de magnésium. Donc à chaque fois, les compositions chimiques, il y a toujours le O qui est présent. Alors la première question, je pense qu'elle n'a pas posé de problème. Il fallait identifier en fait cette roche en utilisant le diagramme de Strackhausen. Donc le piège, attention à ne pas faire. Enfin, le piège qu'il faut éviter, c'est oublier de ramener les 3 minéraux qu'il faut considérer à 100%. Donc là, on va utiliser le triangle en fait supérieur. Donc je suis passé à la diapositive 52, le triangle supérieur en fait du diagramme de Strackhausen. Donc on va utiliser 3 pôles qui sont Q, quartz, Fa, les feldspaths alcalins, et Fp, les feldspaths plagioclases. Donc, on va prendre du coup, ici, il fallait prendre du coup les pourcentages du coup de ces 3 minéraux. Feldspath plagioclase, feldspath du coup alcalin, c'est les potassiques en réalité, et le quartz. Et il fallait tout ramener tout ramener ces pourcentages à 100%. Et du coup, vous trouviez, si vous placiez ensuite le point en fait dans le diagramme triangulaire, et ben vous placiez du coup, vous trouviez qu'il s'agissait du coup soit d'une dacite, soit d'une granodiorite. Comme dans le texte, on vous disait que c'était une roche plutonique et non pas une roche volcanique, il s'agissait du coup d'une granodiorite. Alors pour la question suivante, la question 2, il fallait expliquer le lien entre ces deux compositions en vous aidant du tableau ci-dessous. Donc le tableau ci-dessous, il était ici, c'est la diapositive 53. En fait, on vous mettait en fait la composition chimique des différents minéraux. Et on vous mettait aussi une case où vous aviez la teneur en silice de ces différents minéraux. Donc vous aviez la formule, donc vous pouviez savoir quels étaient les oxydes qui pouvaient être présents dans ces minéraux, et vous aviez aussi la teneur en silice de ces différents minéraux. Il y a des minéraux un peu particuliers, c'est les plagioclases. On y reviendra en fait dans le chapitre 2, mais les plagioclases, on appelle ça une série isomorphe. Ça veut dire en fait que en réalité, ce sont pas des phases, mais en réalité, il y a plein de différents intermédiaires entre différents pôles. Donc, je suis à la diapositive 54. Donc, on voit en fait que sur cette diapositive, je suis dans un triangle avec du coup un pôle ici nommé Or pour orthose et son pendant volcanique, enfin son équivalent volcanique qui s'appelle le microcline, qui a une formule KLSI3O8. Et à l'autre côté de l'autre pôle, on a l'albite qui a une formule NaAlSI3O8. Et entre les deux, en fait, on va avoir toute une série d'intermédiaires entre les différentes compositions avec comme formule chimique, du coup, NaXK1-X AlSI3O8. Donc, si par exemple je mets X égale à 0, et ben du coup, je vais obtenir Na0, donc il n'y a plus de sodium, Na. Il y aura du coup du K 1 moins 0, ça fait du K, du coup, Al Si3O8, Si3O8, et du coup, là, j'aurai la formule, en fait, de l'orthose. Si, par contre, je mets un X qui est à 1, et ben du coup, le Na sera présent, et le K sera 1 moins 1, donc ça fera 0, et à ce moment-là, je retrouve la formule, du coup, de l'albite NaAlSI3O8, et entre les deux, j'ai toute une série d'intermédiaires, on avait vu ça pour la famille des olivines, donc les feldspaths alcalins, c'est aussi une famille où il y a l'albite, mais il y a aussi l'anorthose, il y a aussi la sanidine, et tout au bout, il y a l'orthose. De l'autre côté,
et on a de ce pôle-là, on a une autre famille, c'est la famille des feldspath plagioclases, où justement aussi on a toute une série, si vous voulez, de minéraux qui se succèdent. Donc, on reviendra là-dessus, en fait. On a déjà vu ça, en fait, au premier chapitre de géologie, et on reviendra là-dessus, en fait, dans le deuxième chapitre. Alors, ici, diapositive 55, je vais travailler d'abord avec le SiO2. Ce qu'on voit, en fait, dans le tableau, dans la composition chimique de la roche, on voit que ma roche, elle était constituée de 6,4% de SiO2. Si elle est constituée de 6,4% de SiO2, ça veut dire que le magma lui-même, autrefois, avant qu'il se solidifie, il était constitué de 62,4% de SiO2. Elle est constituée de quartz, cette roche. Et ce quartz, il représente 17% du volume de la roche. Or, quand je regarde mon autre tableau, je me rends compte que le quartz, en fait, il est constitué à 100% de silice. Donc là, je vous ai mis en fait le raisonnement. Le quartz représente 17% de la roche et le quartz contient 100% de SiO2. Ça veut dire que du coup, 0,17, ce qui est du coup la proportion que représente le quartz dans la roche, ramené une proportion ramenée de 0 à 1 représentant 100% et 0,0%, fois du coup les 100% de silus, ça nous fait du coup 17%. Et quand on a cristallisé ce quartz, il y a 17% du magma qui ont fourni le SiO2 pour la cristallisation de ce quartz. Est-ce qu'il y a des questions sur ce premier raisonnement? Donc le quartz représente 17% du volume de la roche. Le quartz est formé de 100% de SiO2. Donc ça veut dire que quand j'ai cristallisé le quartz, il y a 17% du magma qui a servi à fournir le SiO2 pour former ce quartz. Ça vous paraît logique? Alors, ce raisonnement, on peut le faire en fait pour les autres minéraux. Par exemple, je l'ai fait pour les feldspath plagioclases, mais les feldspath plagioclases, c'est un peu plus compliqué, puisqu'on dit qu'il y a 65% des feldspath plagioclases qui ont du sodium et 35% des feldspath plagioclases qui ont du Ca. Je reviens à la diapositive précédente, on voit bien que les feldspath plagioclases, ils se répartissent entre deux pôles, un pôle Na et un pôle Ca, l'anorthite et l'albite. Et entre les deux, il existe toute une série d'intermédiaires. Alors, ici, on vous dit que ces feldspath plagioclases représentent 45% en fait de la roche. Et quand on regarde l'autre tableau, on voit que le feldspath plagioclase Na, donc sodique, il contient 69% de silice. Et le feldspath plagioclase calcique contient lui que 43% de silice. Donc du coup, pour faire mon calcul, ici, regardez, j'ai dit que les feldspath plagioclases représentent 45% de la roche, dont 65% ont du Na et 35% ont du Ca. Le feldspath plagioclase Na contient 69% de silice. Le feldspath plagioclase calcique contient 43% de silice. Donc, pour faire mon calcul, du coup, là, au lieu de prendre simplement le 0,17, je vais prendre du coup du 0,45 que je vais multiplier par 0,65 pour obtenir la proportion finalement de feldspath plagioclase du coup sodique. Et ce feldspath plagioclase sodique, il contient 69% de SiO2. De l'autre côté, j'ai toujours 45% de feldspath plagioclase total, mais que je vais multiplier par les 35% finalement de feldspath plagioclase calcique. Ça va me donner la proportion finalement dans la roche de feldspath plagioclase calcique fois 43%, le pourcentage en fin de compte de SiO2 qu'il contient. Et si j'additionne, si je fais le calcul de l'ensemble, j'obtiens 27%. Ça veut dire que quand les feldspath plagioclases ont cristallisé, ils ont utilisé 27% du magma. Et ces en tout cas, ils ont utilisé 27% du magma pour leur fournir finalement le SiO2 qui était nécessaire à leur cristallisation. Alors, ces mêmes calculs, j'ai pu les faire pour les autres minéraux, les feldspaths potassiques, l'amphibole, la biotite et le pyroxène. Et j'ai trouvé, par exemple, que quand la cristallisation du feldspath potassique a eu lieu, il a utilisé 7,8% du magma pour récupérer le SiO2 nécessaire à sa cristallisation.
Même chose pour l'amphibole et ainsi de suite. Quand je fais le total de tous mes pourcentages, j'obtiens 61,4%, ce qui n'est pas 62,4%. Or, dans mon tableau, je voyais bien qu'il y avait d'autres minéraux qui m'étaient pas précisés. Et ben, ça veut dire que si je fais la différence, je vais du coup pouvoir faire 1%. Du coup, ça me fait 1%. Et ça veut dire que les autres minéraux, quand ils ont cristallisé, ils ont utilisé 1% du magma pour récupérer, pour obtenir finalement le SiO2 nécessaire à leur cristallisation. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie? Alors, dans ma correction, il y avait des histoires d'ordre. Donc, on m'avait posé la question, mais comment on peut savoir que, par exemple, le quartz cristallise à la fin, alors que, par exemple, le pyroxène cristallise au début? Et en fait, c'est l'ordre réactionnel de Bowen qui vous l'indique. Ce document, je vous l'avais donné en fait dans le TP, le TP G04, autrement dit le TP de Géol. Et on s'est rendu compte en fait, là on voit bien que le premier minéral à cristalliser c'est l'olivine, mais ici ça sert à rien de le considérer puisque l'olivine n'est pas présente dans ma roche. Donc ici, par contre, après, ça va être le pyroxène, après les amphiboles et ainsi de suite. On voit ici l'ordre de cristallisation en fait des minéraux quand le magma en fin de compte refroidit. De l'autre côté, parallèlement, on a aussi une cristallisation des feldspath plagioclases et ce seront d'abord les feldspath plagioclases calciques et tout à la fin, on aura les feldspath plagioclases sodiques. Donc, si je raconte l'histoire pour le SiO2 de ce magma, et ce que j'y ai mis sur la diapositive, c'est que lors du refroidissement du magma, qui contenait du coup 62,4% de SiO2, il y a eu d'abord la cristallisation des minéraux ferromagnésiens. Donc, les minéraux ferromagnésiens, c'est l'olivine, mais là, il n'y en a pas. Mais c'est surtout le pyroxène, l'amphibole et la biotique qui sont présents dans notre roche. Et du coup, cette cristallisation a sollicité 0,6 plus 4,7 plus 4,3, ça fait 9,6% du magma pour fournir le SiO2 dont ils sont formés. Donc, quand on a cristallisé du coup ces minéraux ferromagnésiens au début de l'histoire du refroidissement de ce magma, il y a 9,6% du magma qui s'est solidifié pour fournir finalement le SiO2 nécessaire à ces minéraux. Ensuite, il y a eu la cristallisation des minéraux blancs. Les minéraux blancs, c'est le quartz, c'est le feldspath potassique, c'est la muscovite. Donc là, la muscovite, il n'y en a pas. Donc nous, on aura à considérer que le quartz et le feldspath potassique. Et ensuite, du coup, il y a eu cette cristallisation-là et ça a sollicité 17 plus 7,8 égale 24,8% du magma pour fournir du coup le SiO2 nécessaire à leur formation. Parallèlement, on a eu la cristallisation des feldspath plagioclases, d'abord ceux avec du Ca, puis ensuite ceux avec du Na. Ce sont aussi des minéraux blancs et cela a sollicité 27% du magma pour fournir du coup le SiO2 dont ils sont formés. Et puis enfin, il y a aussi, mais là on l'a pas dans l'ordre, dans la série réactionnelle de Bowen, les autres minéraux, puisque je ne sais pas qui ils sont. On peut peut-être penser que c'est par exemple de la muscovite. Eux, ils auront sollicité à hauteur de 1% du magma pour fournir le SiO2 dont ils sont formés. Est-ce que ici, il y a des questions? Est-ce que vous avez suivi le raisonnement? C'est bon? Alors, ensuite, pour les autres éléments chimiques, par exemple, l'aluminium, enfin l'oxyde d'aluminium, dans mon tableau, je n'ai pas l'équivalent pour SiO2, c'est-à-dire qu'on m'indique pas, par exemple, tiens, le feldspath alcalin, il est formé de tant d'aluminium, de quel pourcentage d'aluminium. Je sais qu'il est formé, mais je ne sais pas le pourcentage, d'accord? Donc là, il faut faire différemment. Donc là, il faut faire simplement du qualitatif. Donc là, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit que la roche, du coup, contient du coup 15,4% de Al2O3. Donc, c'est un taux qui est relativement fort. Ça veut dire que du coup, le magma contenait lui-même 15,4% de Al2O3. Et quand je regarde ma liste des minéraux,
est-ce que ma roche est formée de minéraux qui contiennent de l'aluminium, de l'oxyde d'aluminium? Eh ben oui, regardez, puisqu'on en trouve dans les feldspaths alcalins et ma roche, elle est bien constituée de feldspaths alcalins, notamment le feldspath potassique. Elle est constituée aussi de feldspaths plagioclases qui contiennent aussi de l'aluminium. Et on a effectivement des feldspaths plagioclases dans ma roche. Elle contient aussi de la biotite qui a de l'aluminium. La muscovite en contient, mais elle n'est pas présente dans ma roche. Donc, je ne vais pas considérer. L'amphibole contient aussi de l'aluminium et elle est présente dans ma roche. Le pyroxène n'en contient pas. L'olivine n'en contient pas, mais de toute façon, elle n'est même pas présente dans ma roche. Et les oxydes de fer et de titane ne contiennent pas d'aluminium. Donc, on voit bien que la richesse en aluminium de mon magma a permis de cristalliser du coup, de fournir des éléments pour cristalliser les minéraux tels que les feldspaths, plagioclases et potassiques, l'amphibole et la biotite. Et d'ailleurs, quand j'additionne le pourcentage de ces minéraux, je trouve que ces minéraux, ces feldspaths, ces amphiboles et ces biotites, ça représente quand même 68% de la roche. C'est bien à mettre en lien avec la richesse du magma en aluminium. Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y a des questions sur ce raisonnement? Alors, ce raisonnement que j'ai fait là, on peut le décliner. Vous allez pouvoir lire la correction pour l'oxyde de fer. Cet oxyde de fer, quand on regardait la liste, on le rencontre dans la biotite et elle est présente dans ma roche. Dans l'amphibole, dans les pyroxènes qui sont aussi présentes dans ma roche, dans l'olivine, mais j'ai pas à le considérer puisqu'il n'est pas présent dans ma roche. Donc finalement, ce fer, il a permis de cristalliser, de fournir des éléments pour cristalliser du coup le pyroxène, l'amphibole, la biotite et aussi les oxydes de fer et de titane que j'avais oubliés. La roche contient du MgO qu'on va retrouver dans le pyroxène, qui est dans le pyroxène, l'amphibole et la biotite. Ça veut dire que ce MgO, du coup, qui était dans le magma, il a servi à fabriquer du coup ces minéraux. Le titane, lui, se retrouve en fait dans les oxydes qui étaient présents dans le magma. C'est fini en fin de compte dans les oxydes de fer et de titane. Et puis, si je continue, donc le CaO, le Na2O, le K2O, donc vous pourrez lire, c'est exactement le même principe. Et puis enfin, quelque chose d'un peu plus particulier, c'est qu'on voit qu'elle était formée de 0,9% d'eau, d'H2O. Donc, ça veut dire que le magma contenait de l'eau. Et là, attention, quand on regarde la composition en minéraux, cette eau, il va pas falloir chercher H2O, mais il va falloir chercher en fait des ions OH, OH-, donc des hydroxydes, plutôt des groupements hydroxydes. Et on voit ici en fait que ma biotite contient de l'hydroxyle, la muscovite aussi, mais elle n'est pas présente dans ma roche. L'amphibole contient aussi de l'hydroxyle. Donc ça veut dire que l'eau du magma, ça a permis de cristalliser l'amphibole et la biotite, qui représentent quand même 21% de la roche. Donc ça veut dire que l'eau, en fait, elle est quand même, elle a un rôle non négligeable ici dans cette roche-là. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? Est-ce que c'est déjà plus clair? Non, pas de questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions, du coup, sur ce chapitre? Est-ce qu'il y a des diapositives sur lesquelles vous voulez revenir? Alors, peut-être ici, juste sur cette notion de viscosité. À un moment donné, dans le chapitre, on vous parlait de la viscosité. On vous disait que la viscosité, elle était fonction, en fait, de la teneur en SiO2 du magma. En fait, ce qui va se passer, c'est que plus le magma va être riche, donc là, par exemple, ici, sur la diapositive 70, on a un magma qui, du coup, est riche en SiO2. Et ce que vous pouvez voir, c'est que, en fait, les tétraèdres SiO2, vont, en fait, se polymériser. Et le tout, ça va former, du coup, des arrangements, ça va gêner, finalement, l'écoulement, les tétraèdes en fait SiO4 vont justement gêner du coup l'écoulement de la lave, alors que par exemple si je prends ici une lave qui est fluide, je vois que mes tétraèdes sont très peu polymérisés,
Et en plus, d'ailleurs, la lave en contient beaucoup moins, hein, puisqu'elle a un taux de SiO2 qui est plus faible. Et du coup, eh ben, ici, la lave sera beaucoup plus fluide, hein, puisque ces tétraèdres ne gêneront pas l'écoulement de la lave. Et la dernière, hein, que je vous avais mis, c'était une composition intermédiaire. Donc, on aura du coup un magma qui sera du coup qui sera moins riche. D'ailleurs, je vois que j'ai fait une faute. Ici, là, c'est pas un magma rhyolitique, ce serait plutôt un magma andésitique. Hein, donc, il faudra que je corrige ici, hein, sur la diapositive 71 pour le magma intermédiaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, bon, sur ce chapitre, oui. C'était pour la diapositive 7 ou 8, je crois que c'était la 8. Je ne savais pas comment la lire. Alors, c'était la 8. Ah oui, d'accord. Ouais, alors c'est intéressant, ouais. Emma, tu as raison de poser la question. En fait, la diapositive numéro 8, elle te montre des déformations. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que on a fait une surveillance par satellite en fait d'un volcan. Et donc, on a relevé, si tu veux, très finement les coordonnées des différents points, tu vois, la forme de ce volcan. On revient plusieurs jours après, en fait, une éruption est en train de se préparer. Et on refait ces mesures, hein, et à ce moment-là, il y a eu des déformations, c'est-à-dire, en gros, le sol a bougé. Et notamment, on peut imaginer, par exemple, que si le magma est en train d'arriver, est en train de remonter par la cheminée volcanique, hein, une éruption est en train de se préparer, et ben ça va pousser, hein, de l'intérieur du coup le volcan, et il va y avoir des bosses entre guillemets qui vont arriver. Et en fin de compte, cette déformation, regarde, elle a été localisée par une sorte de code couleur, sauf que ils ont répété plusieurs fois la couleur, c'est-à-dire il faut voir ça comme des courbes de niveau entre guillemets, tu vois. Donc par exemple ici sur le violet, et ben le violet là, il marque, si tu veux, une déformation où le sol a bougé de 3 cm. Si je me rapproche encore plus du cône, je retrouve du violet et du coup là, je suis en fait à 6 cm. Et tout en haut du volcan, là, j'ai une déformation encore du violet qui est à 9 cm. Donc ça veut dire que par exemple le rouge là, bah, tu peux penser par exemple que c'est une déformation entre 3 et 6, donc autour on va dire peut-être de 4. Et le jaune ce serait peut-être 5 et le vert ce serait non, ce serait plutôt par exemple rouge là et jaune ce serait 4 et le vert et le début de turquoise là ce serait par exemple 5. Et je recommence ici, je serai peut-être à 7 et ici, je serai à 8 et ainsi de suite. Est-ce que j'ai répondu à ta question du coup, Emma? Oui, merci beaucoup. D'accord. Et donc ça, en fin de compte, en faisant ce suivi-là, eh ben, tu te rends compte que si le volcan est en train de se déformer, c'est qu'il y a une éruption qui se prépare et donc du coup, tu peux, hein, s'il y a des risques, autrement dit, s'il y a des infrastructures humaines, des habitants, eh ben, tu peux donner l'ordre d'une évacuation, hein, pour protéger du coup la vie des gens. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce chapitre? Pas d'autres questions? Donc voilà, donc ce chapitre en fait était, là je repasse rapidement vu les diapositives, était relativement simple. Les exercices étaient aussi assez simples. Donc du coup, vous avez par contre à savoir, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment le maniement du diagramme de Strakeyson. Donc ça c'est important. Donc on l'a fait plusieurs fois, hein. Donc vous faites pas piéger. Il faut bien recalculer du coup les pourcentages. Bien connaître aussi le TAS et notamment la dernière diapositive qui est tout à la fin, les différentes séries, mais on y reviendra dans le chapitre 2, hein. Donc ça, c'est très, très important. Ce qu'on va faire dans un deuxième temps, donc je vais fermer ce diaporama-là. On va du coup s'attaquer en fait à la correction du TP. Alors, je vais juste